Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public que je vais commencer en évoquant les choses sérieuses. Nous sommes dans les 6 dernières semaines pendant lesquelles vous pouvez nous adresser une contribution qui sera défiscalisée. N'hésitez pas, c'est le moment. Tout augmente, il serait bon que nos revenus augmentassent également. Donc, non seulement vous pouvez le faire et être défiscalisé, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons obtenu par l'intermédiaire de J'aime l'info la possibilité de défiscaliser les dons provenant des États-Unis. Il suffit que vous nous envoyiez un mail pour qu'on vous explique comment. Il y a 1650 abonnés aux États-Unis. Nous accepterions qu'il n'y ait que 1500 qui contribuent, mais il serait, en tout cas, pour tous ceux d'entre eux qui peuvent être fiscalisés en France, il serait défiscalisé. Merci. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « La gauche fait-elle fausse route ?» et il est chapeauté ainsi « Déroute de Kamala Harris, éclatement de la coalition menée par le SPD, fonte de la popularité des travaillistes outre-Manche, quelles leçons les gauches doivent-elles tirer de ces revers ?» Notre prochain enregistrement public aura lieu le 15 décembre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et nous mettrons mercredi en ligne une émission spéciale autour de la question des droits culturels. Une émission enregistrée avec Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, Laurent Bell, le premier président et directeur de la Philharmonie de Paris, et Marc-Olivier Padis. Marc-Olivier, c'est vous qui avez eu l'idée de cette émission. En 2 mots, est-ce que vous pouvez inciter nos auditeurs à l'écouter? Oui, je discutais avec des responsables d'institutions culturelles qui me faisaient part de leur perplexité vis-à-vis de ce nouveau droit qui était inscrit dans la loi et donc qui était ajouté aux missions assignées à leurs institutions culturelles. Et ils avaient le plus grand mal, d'une part, à déterminer en quoi consistaient ces droits culturels et d'autre part, en quoi ça devait changer leur pratique. Et je me suis dit, c'est un cas singulier où le législateur affirme de nouveaux droits, dont on n'avait pas vu d'ailleurs qui les revendiquait au départ, dont il n'était pas capable de sécuriser la définition juridique et dont il n'était pas capable non plus d'expliquer en quoi ça devait changer les politiques publiques. Et donc je me suis dit, voilà un cas singulier, et j'ai essayé de me pencher sur le sujet pour élucider ce qui se passe derrière cette dénomination de droit culturel. Merci. C'est en effet pas une discussion sur le sexe des anges, c'est une discussion sur le contenu d'une loi dont tout un chacun peut se prévaloir, et c'est un contenu qui reste simplement à préciser, ce qui n'est pas exactement normalement. Je vois les yeux de maître Bavrez s'écarquiller de stupéfaction. Donc mercredi, avec Roselyne Bachelot, Laurent Bell et Marc-Olivier Padis, la question des droits culturels. Toutes les émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium. Il a de plus en plus d'abonnés, dont j'espère que cela entraînera de plus en plus de contributions, et vous le recevrez si vous vous abonnez tous les mercredis dans votre boîte de courriel. Intéressons-nous maintenant à la question agricole et au Mercosur. L'Union européenne et le marché commun du Sud, qui regroupe l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, connu sous le nom de Mercosur, discutent depuis 1999 d'un traité de libre-échange. La négociation agricole a été finalisée en 2019, précise-t-on à la Commission européenne. Pour les secteurs les plus sensibles, des quotas tarifaires ont été fixés. Chaque année, 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de sucre de canne et 180 000 tonnes de volaille pourront accoster en Europe sans payer de droits de douane ou alors des droits minimes. Au-delà, les taxes habituelles s'appliqueront. Le quota de bœuf brésilien représente moins de 1% de la consommation annuelle européenne et 1,2% pour celle du sucre. Les discussions entre l'Union européenne et le Mercosur ont repris en mars 2023 et ne portent désormais que sur quelques questions précises faisant l'objet d'un protocole additionnel.
En l'absence d'entente rapide, le Mercosur pourrait se rapprocher de la Chine, craint l'exécutif européen. 11 pays ont signé une lettre pour dire leur soutien à l'accord, parmi eux l'Allemagne, premier exportateur européen et troisième exportateur mondial, dont l'économie est à la peine. Mais la France, qui s'oppose depuis 2019 à l'accord, s'est lancée dans une course contre la montre pour faire pencher les pays indécis. Les agriculteurs français s'inquiètent de la menace d'un débarquement de denrées alimentaires sud-américaines à bas prix, en concurrence déloyale car issue d'un modèle productiviste soumis à des normes sociales, sanitaires et environnementales bien moins exigeantes. Ils se sentent sacrifiés quand l'Allemagne, première puissance industrielle d'Europe, va pouvoir mieux vendre ses voitures, tandis que la France, première puissance agricole d'Europe, subira les importations de viande sud-américaine. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont lancé un mouvement de protestation lundi, alors que la coordination rurale a appelé mardi à des actions plus radicales, comme le blocage du fret alimentaire. La mobilisation de ces deux organisations intervient alors qu'en janvier se profilent les élections professionnelles pour le contrôle des chambres d'agriculture. Au soutien de la colère paysanne, les décideurs politiques font front uni. L'opposition au Mercosur s'élargit après une première tribune signée par 200 députés dans le Figaro le 5 novembre. 600 parlementaires en ont signé une autre le 12 dans Le Monde, adressée à la présidente de la Commission européenne. Emmanuel Macron, qui a déjà fait bloquer l'accord en 2019, répète qu'en l'état, le traité n'est pas acceptable. Michel Barnier a fait l'aller-retour à Bruxelles pour avertir que l'impact serait désastreux et qu'il ne faudrait pas passer outre la position d'un pays comme la France. Le gouvernement va proposer un débat au Parlement le 10 décembre, suivi d'un vote sur l'accord commercial. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Il y a une forme de paradoxe entre la crise que provoque ce projet de traité Mercosur et sa réalité. C'est vrai que ça fait 25 ans qu'on discute de ce traité, que du point de vue des négociateurs, les choses sont à peu près terminées, et on a une crise politique, alors qui s'explique à mon avis par 3 facteurs. Le premier, c'est la crise de l'agriculture française. Depuis l'hiver dernier, en réalité, rien n'a été réglé, et l'année a été très mauvaise pour beaucoup de secteurs importants de notre agriculture. Le blé, moins 25% cette année, le vin, moins 16%. Donc nous avons, et l'élevage est en crise par ailleurs endémique. La deuxième chose, c'est que ce qui était très intéressant et neuf dans ce mouvement de l'hiver dernier, c'est que c'était un mouvement européen. Et donc, on a une crise de la politique agricole commune avec pratiquement les agriculteurs de toute l'Europe qui se sont en révolte. Et ça a donné d'ailleurs, y compris des traductions politiques, par exemple, aux Pays-Bas. Et la troisième chose, c'est que quand on négocie pendant 25 ans, évidemment, le monde change. Et que ce traité paraît effectivement maintenant en décalage complet avec un nouveau monde qui a été acté par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec la fin de la mondialisation, le renouveau protectionniste, et le symbole de tout ça étant l'arrivée, donc l'élection de Donald Trump, qui explique qu'il va imposer des droits de douane de 10 à 20% sur toutes les importations, de 60% pour les importations qui viennent de Chine. Et même si Donald Trump n'applique pas intégralement son programme, le tournant protectionniste des États-Unis, lui, est là pour durer. Donc voilà comment on peut expliquer cette déflagration pour un objet qui paraît plutôt un objet qui était à la fois limité et assez bien défini. Alors, sur la partie, j'allais dire, strictement technique, c'est vrai que ce traité, il sert de bouc émissaire, et que quand on regarde ses effets, je pense que on doit plutôt le défendre. Pourquoi ? Parce que le Mercosur, c'est 280 millions de consommateurs. Nos parts de marché ont quasiment diminué de moitié depuis 20 ans, 35 à 17%. Que sur cette zone, l'Union européenne reste en excédent, et que les exemples récents de traités de libre-échange passés par l'Union européenne sont par ailleurs plutôt positifs. Il y en a 2 intéressants, la Nouvelle-Zélande et le CETA avec le Canada. Dans les 2 cas, on a une progression
et des échanges, mais aussi de l'excédent de l'Union européenne et des conséquences qui sont plutôt positives pour l'agriculture européenne. La deuxième chose, c'est qu'avec le Mercosur, on accède quand même on peut sécuriser. Un des problèmes de l'Europe, c'est la sécurisation des matières premières critiques. Et on a là des matières premières critiques et pour le numérique et pour la transition climatique avec un certain nombre de ressources minières rares et que ça participe du dérisking vis-à-vis de la Chine. Chine à laquelle, par ailleurs, puisque c'est la Chine qui a pour l'essentiel compensé la perte de nos parts de marché. Et enfin, dans un monde où le multilatéralisme est en train de mourir, c'est vrai que l'Union européenne, sa grande force, c'est pas la stratégie. L'Union est forte avant tout en matière de commerce et elle peut utiliser cette force commerciale pour essayer quand même de rétablir un minimum de dialogue et de vie dans ce système international qui éclate en bloc et notamment d'établir un pont avec le Sud qui est de plus en plus dans une logique de ressentiment vis-à-vis du Nord et qui se rapproche de plus en plus du bloc autoritaire Russie-Chine. Le dernier argument qui me semble le plus important et qui de toute manière se posera qu'on signe ou pas ce traité, c'est que la crise de l'agriculture française n'a rien à voir avec le Mercosur. D'ailleurs, si notre agriculture est en quasi-faillite, on voit bien qu'elle y est arrivée sans qu'on ait besoin du Mercosur. Quand on dit que la France est la première puissance agricole d'Europe, aujourd'hui c'est faux. C'est la troisième. L'Allemagne et les Pays-Bas nous sont passés devant. Et nous sont passés devant parce que nous avons une politique absurde, qui est une politique malthusienne. Nous l'avons eu au plan national avec un échec complet de ce qu'on a voulu être la montée en gamme bio, mais en réalité on a effondré la compétitivité, fait des produits qui sont beaucoup trop chers et on a livré le marché de masse aux importations, ce qui est une aberration. Et on a géré ça par la décroissance et la paupérisation des agriculteurs en pensant qu'ils allaient partir à la retraite pour une grande part d'entre eux ou mourir de la bonne mort pour les autres. On a quasiment maintenant la moitié des 390 000 exploitations qui sont en situation de quasi-faillite. Même chose en Europe, Farm to Fork, c'est une catastrophe. C'est un système qui programme la baisse de 15% de la production européenne dans les 10 prochaines années, avec des jachères, des interdictions partout d'utiliser un certain nombre d'intrants sans qu'il y ait de substitut possible. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui à un nouveau modèle qui soit soutenable, on est bien d'accord, mais c'est un système qui doit d'abord être fondé sur la production. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, il y a 20% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Il y a 800 millions des 8 milliards d'hommes qui souffrent de famine dans le monde. Et on y répond par l'effondrement de la production en France et en Europe. C'est idiot. Et là où le Mercosur nous dit quand même quelque chose d'intéressant, c'est que parmi les reproches qui sont faits et légitimes du Sud au Nord, de même que le Nord ne se préoccupe pas des problèmes de sécurité énergétique ou de sécurité sanitaire, il ne s'occupe pas des problèmes de sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est le premier problème de 10% de la population mondiale et de beaucoup d'États dans le monde. Nicole Nisotto. Oui, alors, je suis d'accord avec Nicolas Bavrez pour dire que le Mercosur, que ce traité est largement un bouc émissaire qui cache la forêt des problèmes franco-français de l'agriculture. Ça, je suis d'accord. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que c'est un bon accord. Je crois que c'est un mauvais accord pour l'agriculture française et je vais essayer de l'expliquer en quelques points. D'abord, c'est un accord global. Il ne concerne que très marginalement l'agriculture. Même la Commission dit qu'elle a mis l'agriculture un peu comme pomme de négociation parce que les pays d'Amérique latine le demandaient. Mais c'est un accord industriel qui permettra aux industries européennes, c'est-à-dire beaucoup allemandes, la chimie, les voitures, la pharmacie, le textile, d'exporter sans droit de douane. Actuellement, vous avez des droits de douane de 35% pour les voitures, de 35% pour les vêtements quand vous exportez dans les pays du Mercosur. Et donc, l'idée, ce libre-échange va supprimer les droits de douane. Donc, tous les industriels sont contents. Les seuls qui ne sont pas contents, ce sont effectivement les agriculteurs parce que ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes
commerciale que les autres secteurs industriels. Deuxième point, dans le secteur agricole, tout le monde n'est pas mécontent. Il y a des gagnants et des perdants du Mercosur. Parmi les gagnants, de l'accord, pardon. Parmi les gagnants, il y a le secteur viticole, les spiritueux, le fromage et toute la filiale du lait. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez des droits de douane de 27% sur le vin et l'alcool. Maintenant, vous aurez 0%. Donc, tous les producteurs de cognac, de vin, etc. sont très contents. Ceux qui perdent, c'est ceux qui sont dans la rue, qui vont perdre, c'est ceux qui sont dans la rue dans le sud-ouest, l'élevage bovin, les petites exploitations, et c'est eux qui forment effectivement le gros de la mobilisation agricole aujourd'hui. Troisièmement, pourquoi la France est considérée comme étant la seule à s'opposer du Mercosur, comme si on était des abrutis qui restaient au 19e siècle et qu'on ne comprend pas l'intérêt des grands accords de libre-échange. Pourquoi a-t-on l'air d'être si isolé que ça ? Mais parce que nous sommes encore une très grande puissance agricole. Nicolas a cité l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont devant nous effectivement en termes d'exportation, mais ce sont des puissances agricoles industrielles, c'est-à-dire qui ont complètement changé leur modèle d'agriculture, des grandes fermes, le modèle parfaitement industrialisé de l'agriculture, alors que ça n'est pas le cas. C'est un des problèmes d'ailleurs de l'agriculture française. Ce n'est pas le cas des agriculteurs français. Donc nous serons beaucoup plus pénalisés, nous et les Polonais, parce que nous avons un secteur agricole qui est resté traditionnel. Et je vais donner 2 exemples de l'hypocrisie des arguments avancés en faveur de ce Mercosur. Les partisans du traité disent que c'est un traité qui va protéger, notamment en France, les AOC, les appellations d'origine contrôlée, et que c'est très bon, par exemple, pour le cognac, les vins, les fromages, parce qu'on va pouvoir interdire la fabrication d'un cognac colombien, par exemple. Certes, mais quand on regarde les chiffres, la Commission propose dans ce traité donc de mettre 350 AOC, dont 60 françaises, alors qu'en réalité, il y en a 2000 en Europe, dont 500 françaises. Ça veut dire qu'il y a au moins 400 appellations d'origine contrôlée françaises, des produits qui vendent du fromage, qui ne seront pas concernés par le traité et sur lequel les agriculteurs français continueront à être obligés de subir des droits de douane absolument faramineux. Donc, c'est faux que ça protège les AOC. Deuxièmement, les partisans du traité disent que c'est tout petit, 90 000 tonnes de viande par an, c'est un steak par personne et par an. Et que donc, il n'y a aucune raison pour que les éleveurs français fassent tout un tintouin sur cette importation. Sauf que c'est effectivement 2% de la consommation européenne, c'est 90 000 tonnes, mais c'est la France qui produit 80% de la consommation européenne. Donc on peut comprendre que pour les producteurs de bovins français, c'est un vrai souci, parce que c'est eux qui ont pratiquement, non pas le monopole, mais la plus grande part de la production de bovins en Europe. Et même chose d'ailleurs pour le miel, 45 000 tonnes de miel, mais les fabricants français sont très forts, etc., etc. Et donc, les producteurs français seront les plus touchés. Et dernier argument qui est de dire, la Commission avance que la suppression des droits de douane ferait gagner 4 milliards de droits de douane en moins pour les entreprises européennes du secteur agricole, certes, mais les entreprises européennes du secteur agricole, ça n'est que marginalement les entreprises françaises, sauf les grands groupes de la distribution de l'agroalimentaire, comme Lactalia par exemple, et les petits producteurs ne s'y retrouvent pas du tout. Autrement dit, je termine, il y a un vrai problème sur le Mercosur parce qu'il y a une vraie spécificité française. Mais en revanche, effectivement, c'est très commode pour les agriculteurs de dire que toute la faute de l'agriculture, tout ça, c'est de la faute du Mercosur. Et effectivement, si on supprimait le Mercosur, on se trouverait malgré tout avec une agriculture française à la peine et en panne. Mais ça n'est pas parce que le Mercosur est un bouc émissaire qu'il faut considérer en même temps que c'est un bon accord. C'est un mauvais accord pour les producteurs d'élevage, de bovins, et pour les petites exploitations, pour la production bio, qui est le cœur de l'agriculture française. Marc-Olivier Padis. Oui, les manifestations organisées par la FNSEA n'ont pas en réalité cette préoccupation que vient de signaler Nicole pour les petits agriculteurs français. La FNSEA est co-gestionnaire de la politique agricole depuis longtemps
et en fait ne rejoindrait pas tout à fait cet argumentaire. La réalité, une petite explication qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des élections aux chambres consulaires agricoles en janvier et que tout le monde fait campagne sur les barrages et les manifestations pour être bien placé. Moi, ce qui me préoccupe, c'est un sujet un tout petit peu différent, c'est-à-dire que les autorités françaises disent l'accord est inacceptable en l'état, mais on ne sait pas exactement quelle est la critique formulée vis-à-vis de cet accord. Est-ce que c'est effectivement sur l'agriculture? Et ce qui est préoccupant, c'est que la France va se retrouver en minorité à Bruxelles. Et les autorités françaises disent de toute façon, il faudra notre voix pour que cet accord passe, parce qu'il faut l'unanimité au Conseil. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un tout petit point technique, c'est le fait que cet accord est d'une nature qui n'est pas simplement commerciale. C'est un accord mixte qui comprend un accord cadre et un accord commercial. L'accord cadre fait état de grandes déclarations pour la paix dans le monde et le désarmement, qui en soi ne pose pas de problème. Et un accord plus spécifiquement commercial qui relève des compétences exclusives de l'Union. Et par conséquent, si la Commission décide de scinder cet accord en deux parties, elle peut faire passer la dimension commerciale à la majorité au Conseil. Et dans ce cas-là, la France ne peut pas exercer un droit de veto. Et par conséquent, on est en face. Moi, je suis un peu inquiet de cette montée dans les aigus de tous les responsables politiques. D'ailleurs, cette unanimité un peu étrange du Rassemblement national jusqu'aux Insoumis, le président, le Premier ministre, les députés, tout le monde comme un seul homme derrière les petits agriculteurs français. Qu'est-ce qui va se passer si les Européens, un peu fatigués de l'attitude française, décident de passer outre? Ce n'est pas une hypothèse complètement impossible. Mardi, le 26, la Commission européenne doit rendre son avis sur la crédibilité de la trajectoire budgétaire française. On est le seul pays, comme vous le savez, qui ne respecte pas ses engagements, ses propres engagements budgétaires. Et donc, on explique à Bruxelles que, effectivement, on va faire 5% de déficit cette année, mais qu'en gros, si on nous laisse un peu de temps, ça va s'arranger. Ça fait des années et des années qu'on dit ça. Je pense qu'il y a une certaine impatience vis-à-vis des Français. Et l'affaiblissement de la position française à Bruxelles risque de se voir sur ce dossier-là. Le président au Conseil est affaibli. Tout le monde a vu qu'il n'a plus de majorité politique. Au Parlement européen, les groupes français sont affaiblis et la France manque de crédibilité sur sa parole et sur sa stratégie économique. Et donc moi, je suis un peu inquiet. Je pense qu'il n'est pas exclu que sur ce dossier, ce serait un peu une première, mais ce n'est pas impossible, que la France, qui est en minorité, elle n'a pas réussi à construire une coalition parce qu'elle n'arrive pas à convaincre. Son argumentaire sur ce sujet ne rallie pas nos partenaires. Je crains que le texte passe au Conseil, qu'il soit validé, bien sûr, au Parlement européen. Et si c'est un accord strictement commercial, il n'y a pas besoin de la ratification des parlements nationaux. Donc ce texte peut se faire sans la France. C'est ça la réalité politique aujourd'hui. François Bujon de l'Étang. Alors, décidément, je vous admire tous beaucoup parce que vous avez échangé des arguments parfaitement rationnels et réfléchis sur un sujet qui est entièrement émotionnel et qui ne fait pas beaucoup de place au rationnel. Tout est paradoxal dans cette affaire. D'abord, le fait que le mécontentement des agriculteurs français, qui est créé par de tout autre sujet que le Mercosur, est en train, bien entendu, de se cristalliser sur le Mercosur qui sert de catalyseur, en quelque sorte, au mécontentement des agriculteurs français. Et c'est un premier paradoxe. En un autre moment, les choses auraient peut-être été différentes. Et il faut d'ailleurs saluer au passage l'absence totale de sens de l'opportunité de la Commission, qui trouve le moyen, après 25 ans de négociations, de faire passer cet accord ou de demander sa signature au moment précis où tous les agriculteurs français sont en pétard et depuis plus d'1 an bloquent les routes, protestent et réclament des choses qui leur sont données sans être mises en œuvre ensuite ou qui ne leur sont pas données. Et où Donald Trump vient d'être élu. Alors, ça, c'est autre chose, bien entendu. Et l'élection de Donald Trump, le sens du timing des autorités de Bruxelles, franchement, pourrait être amélioré
améliorer, disons, en termes très diplomatiques. Mais c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est que chaque fois qu'il y a un accord de libre-échange de la sorte et qu'il y a un volet agricole, si ténu soit-il, nous avons un psychodrame. Nous avons eu un psychodrame il y a quelques années à propos de l'accord avec le Canada, le CETA, dont je crois Nicolas a parlé. Et c'était il y a 4 ou 5 ans, et voilà qu'aujourd'hui, les experts disent « Ah mais au fond, le CETA, c'est pas mal du tout, ça a été très bénéfique pour l'industrie française, nous avons amélioré ceci, gagné cela, et on s'aperçoit dans le rétroviseur que ça ne méritait pas le psychodrame qu'on en a fait. » Sur le Mercosur, je ne veux pas me faire l'avocat du Mercosur, mais la partie agricole n'est pas forcément la principale. Il y a beaucoup d'autres volets qui sont très intéressants et qui bénéficieraient beaucoup aux intérêts, notamment aux intérêts industriels français. Qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de la chimie, qu'il s'agisse du textile, qu'il s'agisse de la pharmacie, il est clair que nous avons intérêt à cet accord de libre-échange. Et il faut dire en outre, puisque nous parlions timing et il y a quelques instants, qu'il y a d'autres partenaires qui sont tout prêts à prendre la place de l'Europe si celle-ci n'entre pas dans un accord industriel avec un marché qui quand même est un marché de 250 à 300 millions de consommateurs. Il y a la Chine qui ne cesse de pousser ses pions en Amérique latine avec un certain succès, et il y a quand même les États-Unis qui leur sont géographiquement plus proches et qui, malgré les efforts de M. Trump, est en train également de se placer assez bien. Donc, nous sommes en train de sacrifier ce qui pourrait être les intérêts de notre industrie à ceux de notre agriculture. C'est un curieux paradoxe. Et dans le domaine agricole, alors vous avez eu raison, Nicole, de souligner au passage qu'il y a des tas de secteurs où l'accord de libre-échange avec le Mercosur serait favorable. C'est vrai pour le lait et les fromages, c'est vrai pour les vins et spiritueux que les Chinois s'apprêtent à taxer. Nous trouverions au moins, des débouchés en Amérique latine que nous ne trouverions plus en Chine. Tout ceci n'est pas pris en compte et tout ceci est noyé dans le brouhaha de l'irrationnel. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième des sujets que nous avons retenu, celui du sort réservé aux accords de Paris de 2015 à Bakou. La 29e conférence mondiale sur le climat, la COP29, s'est déroulée du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, en l'absence de nombreux membres du G20, qui représentent près de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Canada, ni le Japon n'ont envoyé de représentants. Les acteurs importants de la diplomatie climatique, le président français, le chancelier allemand et la présidente de l'Union européenne, étaient également absents. La COP29 avait pour principal objectif d'augmenter l'aide financière annuelle des pays riches. En ces temps de morosité économique, de guerre en Ukraine, à Gaza et au Liban, alors que le climato-sceptique Trump a été élu aux États-Unis et que l'intensification des impacts climatiques se fait sentir, comme récemment en Espagne, les fossés entre les différents blocs de pays ne sont pas résorbés. Face aux demandes multiples d'aide financière, le groupe Afrique évoque 1300 milliards de dollars, les ONG du Climate Action Network au moins 1000 milliards, l'Union européenne refuse de dévoiler son jeu. Les pays de l'Union ne souhaitent pas faire de trop grandes promesses quant au montant des aides à apporter aux pays en développement, tout en redoutant d'apparaître comme la partie responsable du blocage. Mercredi, le commissaire européen à l'action pour le climat, Wopke Hoekstra, a estimé nécessaire de définir d'abord ce qu'englobe le chiffrage des pays en développement, une façon de ne pas focaliser les débats sur les chiffres et de continuer à discuter de l'élargissement de la liste des contributeurs, ou au moins de comptabiliser les aides des pays émergents, de l'intégration des investissements du privé et du fait que les aides soient orientées vers les pays les plus vulnérables. La Chine refuse d'être incluse dans la liste des pays contributeurs, ce qui remettrait en cause son statut de pays en développement. Jeudi, la présidence de la COP a dévoilé un texte évoquant au moins 1000 milliards de dollars, mais sans préciser autrement le chiffrage, proposition jugée inacceptable par M. Hoekstra, tandis que les pays en développement ont proposé un compromis à 500 milliards de dollars. Avant l'accord de Paris de 2015, les émissions de gaz à effet de serre augmentaient de 16% par an. Selon les estimations de l'ONU, les politiques mises en œuvre depuis 2015 ont permis
de diminuer cette augmentation, qui s'établirait en 3% en 2030, loin des 30 à 45% de diminution nécessaires à atteindre la neutralité carbone au milieu de ce siècle. Selon l'Observatoire international Climat et Opinion publique, un baromètre annuel publié par Ipsos et EDF, partout dans le monde, la priorité environnementale recule et le changement climatique inquiète de moins en moins. En France, la proportion de personnes très préoccupées par le sujet a baissé de 35%. Sur cette question, Nicole Nesotto. Oui, alors le vrai bilan des accords de Paris sera fait l'année prochaine en 2025, ça aura 10 ans, ça sera fait au Brésil, à Belém, mais il est vrai que sur la route de ce bilan décennal, Bakou est une étape négative. Le vent tourne mal pour la lutte contre le réchauffement climatique, et à cela il y a plusieurs raisons. Il y a une raison anecdotique que je ne veux pas passer sous le silence, c'est que depuis 3 ans, les COP choisissent de se réunir dans des dictatures pétrolières. Je trouve qu'en termes de communication publique, c'est très mauvais. Il y a eu donc l'Égypte, il y a eu les Émirats arabes unis l'année dernière et aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Donc c'est quand même de la part des organisateurs de ces conférences une espèce de négligence ou de coup de pied donné aux opinions publiques qui, elles, à qui on demande régulièrement de faire des efforts, de trier leurs papiers, etc., etc. Et donc, quand on a un président de l'Azerbaïdjan qui dit que le pétrole et le gaz, c'est un don de Dieu, ça veut dire que le supprimer ou le redire, c'est un péché contre Dieu. Et donc, il n'est pas question que l'Azerbaïdjan s'y mette. C'est anecdotique, mais je crois que c'est très important. Deuxième raison pour laquelle les choses se présentent mal, c'est la réalité tout simplement de l'utilisation des énergies fossiles. Pour faire marcher l'économie mondiale aujourd'hui, le fossile représente encore 80% des énergies utilisées par l'ensemble des entreprises mondiales. Le pétrole, la part du pétrole a baissé, mais pour ce qui est du gaz et du charbon, ça n'arrête pas d'augmenter malgré tous les efforts. Et en 2019, par exemple, on consomme 2 fois plus d'énergie fossile qu'en 1979 parce que la production augmente et que la consommation augmente. Et donc, c'est une réalité. C'est très bien de vanter les énergies non fossiles, l'éolien, etc. Mais la réalité, c'est que 80% de ce qui fait marcher l'économie mondiale aujourd'hui, c'est le fossile et on n'arrive pas à le faire baisser drastiquement. Troisième raison, le contexte géopolitique est mauvais, évidemment. Trump a été élu en particulier sur un slogan où il disait « fort, fort, fort », c'est-à-dire on va creuser, 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 et son objectif était de diviser par 2 le prix de l'énergie aux États-Unis. Donc c'est quand même très inquiétant. Quant aux Chinois, les Chinois jouent sur les 2 tableaux. Ils sont un grand pollueur, évidemment, parce que c'est un pays industrialisé, mais ils veulent aussi apparaître comme un pays sous-développé ou en voie de développement pour obtenir une part des 1000 milliards de dollars qui seraient censés aider les pays en voie de développement pour se développer propre. Donc les Chinois jouent un jeu très bizarre. Et quant à l'Union européenne, elle est complètement dans la contradiction. Madame von der Leyen met un peu sous le boisseau la priorité verte du Green Deal et la guerre en Ukraine a contraint von der Leyen de signer un traité d'amitié indéfectible et éternel avec l'Azerbaïdjan. Donc le contexte géopolitique n'est pas bon non plus. Quatrième raison, et ça j'insiste beaucoup, l'hypocrisie industrielle dans cette affaire. Il y avait par exemple à Bakou 5000 représentants des lobbies pétroliers, 5000, qui font effectivement tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les accords d'avancer sur les 2 points importants de l'accord de Paris. D'ailleurs, j'aurais dû le dire en introduction. Le premier point, c'est l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour maintenir la hausse des températures à peu près 2% et peut-être à 1,5%, à 1,2 degré, pardon. Et le deuxième point des accords de Paris, c'est de dégager des fonds substantiels pour aider les pays pauvres à se développer plus proprement qu'ils ne le font aujourd'hui. Or, les industriels font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le passage à une économie décarbonée. C'est par exemple l'année dernière, donc c'était à Dubaï, l'année dernière, le communiqué final n'a pas réussi à dire qu'il fallait passer dans une
dans un monde au-delà de l'exploitation de l'énergie fossile. Et on a une phrase absolument extraordinaire qui dit que le monde va transitioning away from énergie fossile. Donc on est dans une transition vers quelque chose qui pourrait ressembler à l'énergie fossile. Et d'ailleurs, les producteurs, les pays producteurs de gaz ont obtenu, c'est quand même extraordinaire, que le gaz soit considéré comme une énergie de transition, et que donc il ne fasse pas partie des contraintes que tout le monde s'est données pour 2050, qui vont concerner uniquement le pétrole. Donc il y a une hypocrisie totale, sachant aussi que l'aviation et le transport maritime, qui sont quand même deux secteurs industriels très pollueurs, pas forcément... Pour le secteur maritime, c'est plutôt du méthane, et pour l'aviation, c'est évidemment du pétrole, mais que ces deux secteurs ne sont pas régis par les contraintes de la COP. Ils ont obtenu que ce soit leurs organisations professionnelles, c'est-à-dire l'aviation civile et l'Organisation maritime mondiale, qui donnent des contraintes, et évidemment, ces contraintes sont favorables aux grands amateurs. Et enfin, dernier élément qui explique que le bilan des accords de Paris sera pas très bon l'année prochaine, c'est qu'effectivement, avec la montée des populismes en Europe, avec la montée de l'inflation, etc., de plus en plus de gens sont confrontés à une contradiction entre essayer de réduire le réchauffement climatique, ce que tous les citoyens normalement constitués souhaitent, et le coût social que ça représente par foyer fiscal. Et donc, on a, en tout cas dans les pays développés, cette contradiction entre le coût social et la préservation du climat. Et ça joue beaucoup en Europe pour freiner les ardeurs de la Commission. François Bujon de l'Étang. Oui, Nicole a raison de dire que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire tenir une COP dans un pays qui est un pays producteur de pétrole et de gaz et qui, par surcroît, n'est pas un pays connu pour ses vertus démocratiques. Et ça devient, en effet, vous avez raison de le dire, ça devient une coutume, puisque c'était Dubaï l'année dernière, ce sera le Brésil l'année prochaine, et nous allons sans doute continuer sur cette trajectoire. Mais d'une façon générale, je trouve que la COP... Le Brésil est quand même plus démocratique que Dubaï et que l'Azerbaïdjan. Oui. Non, mais je dis le Brésil est un producteur de pétrole et de gaz tout à fait important aussi, bien sûr. C'est pas sur le plan démocratique, mais c'est sur le plan de la production de pétrole. Sur le plan de la production de pétrole que je l'assimile. Que disais-je? Vous m'en avez fait perdre le fil. Oui, c'est que... Habitude. Comment? C'est une habitude. Oui, c'est une habitude. Et d'ailleurs, nous allons parler dans un instant de ce cadre des COP. Mais la COP 29 à Bakou est incontestablement placée sous une très mauvaise étoile. D'abord parce que M. Aliyev n'est pas probablement le héros multilatéral qui va accoucher d'un nouvel accord de Paris. La présidence azerbaïdjanaise n'était pas particulièrement préparée pour cette COP et elle ne brille pas par son inventivité dans la façon dont les débats sont conduits. Mais en outre, parce que la situation internationale est mauvaise, tout le monde est préoccupé, il y a la guerre ukraino-russe, il y a le comportement général de la Russie et de la Chine, il y a la guerre au Proche-Orient. Bref, le climat, si vous voulez, est déplorable et le climat économique n'est pas particulièrement favorable non plus. Donc nous sommes sous un mauvais karma, si vous voulez, et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ajoutons-y l'élection de Trump, qui évidemment fait planer une ombre gigantesque au-dessus de la COP, puisque M. Trump a déjà annoncé qu'à peine installé à la Maison-Blanche, il retirera les États-Unis, enfin c'est l'expression qu'on utilise. Techniquement, ça se passe pas comme ça, mais il retirera les États-Unis des accords de Paris, et comme il l'avait déjà fait d'ailleurs pendant son premier mandat, et il va donc falloir se passer de la coopération des Américains pendant les 4 années qui viennent. Donc très très mauvais karma, environnement très défavorable, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors ceci amène à se poser la question du cadre de négociation. Effectivement, les COP, c'est une invention onusienne qui sont en réalité la conférence des parties prenantes du pacte des Nations Unies sur le climat. Nous en sommes à la 29e édition, comme son nom l'indique, mais à chaque fois, il faut voir ce que c'est qu'une COP. C'est un barnum absolument gigantesque dans lequel vous avez non seulement les délégations d'à peu près 160 pays membres des Nations Unies, mais vous avez en outre des ONG qui sont là, des lobbyistes qui sont là en grand nombre. J'ai vu que le chiffre à Dubaï des lobbyistes était de l'ordre de
de 1600. Enfin, c'est quelque chose d'absolument énorme. Ce n'est pas forcément propice à la confection d'accords internationaux très mesurés. En outre, il y avait là une interférence avec le G20 qui se tenait en même temps au Brésil, c'était lundi et mardi dernier, et dont tout le monde semblait attendre un coup de pouce en faveur des résultats de la COP. Or, ce coup de pouce n'a pas été donné. Le G20 n'a parlé que de façon très cursive des problèmes de l'environnement, et puisque cette COP 29 est la COP du financement, comme on dit dans le jargon des spécialistes, le coup de pouce était particulièrement nécessaire. COP du financement parce que l'idée est que c'est à la COP de Bakou qu'il intervient de préparer l'accord qui sera conclu sans doute l'année prochaine à Belém, à la COP 30, sur la façon dont les pays développés peuvent aider les pays en voie de développement à élaborer et atteindre des objectifs raisonnables de baisse de la consommation de carbone. Il y avait un accord qui a couvert les 10 premières années, c'est-à-dire l'année de 2015 à 2025, qui prévoyait une contribution d'à peu près 100 milliards par an de la part des pays en développement. Cet accord arrive à son terme l'année prochaine et il est absolument crucial de pouvoir élaborer la suite, c'est-à-dire ce qui se passera dans les 10 années qui suivent. Les demandes des pays de ce qu'on appelle désormais le Sud global sont évidemment exorbitantes. Ils demandent, selon les uns, 1000 ou 1300, disent les autres, milliards de dollars pour réussir à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et bien entendu, les pays développés, d'une part, trouvent que c'est excessif et d'autre part, voudraient élargir l'assiette en faisant entrer la Chine, mais aussi des quantités de pays développés qui s'alignent sur le Sud profond, comme les Émirats arabes unis, etc., de façon à répartir davantage la manne. Inutile de dire que nous sommes loin d'un accord et qu'il est loin d'être certain que cette COP reste dans les annales comme un succès. Nicolas Bavrez. Alors là encore, on a un grand paradoxe parce que les COP, on peut en dire beaucoup de mal, mais finalement, c'est le dernier refuge du multilatéralisme aujourd'hui. Oui. C'est le seul endroit où la dimension du Barnum qui a été évoquée est bien présente, mais finalement, la diplomatie climatique, c'est la seule qui, pour l'instant, arrive à rassembler 198 États, effectivement des organisations internationales, des parties prenantes, entreprises, ONG ou autres. Et là où je pense que de fait le système touche à ses limites, et c'est quand même le seul domaine où il y a eu un grand accord avec l'accord de Paris. Le seul autre traité récent, c'est le traité sur la haute mer, mais qui d'ailleurs a un lien avec l'environnement. Là où on est aux limites, c'est effectivement quand on confie l'organisation de ces conférences à des autocrates qui sont par ailleurs qui vivent des énergies fossiles. Et je crois qu'à Bakou, là, on a franchi une limite. Donc, ce qui a été dit est tout à fait juste. On sait que pour le climat, les choses sont aujourd'hui difficiles. Elles sont difficiles parce que le monde souffre économiquement, notamment le monde développé qui est dans une mauvaise passe et que le système économique mondial est en train d'exploser. C'est compliqué aussi d'un point de vue politique, puisque je rappelle que l'opposition à la lutte, en tout cas l'anti-climatisme ou l'opposition aux mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui le deuxième motif de montée des populismes après l'immigration dans les pays développés, et qu'on en a encore eu un exemple spectaculaire avec la victoire de Donald Trump. On a parlé des problèmes géopolitiques, et donc c'est vrai que dans un monde où la guerre revient en force, la préoccupation environnementale est pour le moins bousculée, et tout ceci effectivement est surplombé par le retour au pouvoir de Donald Trump. Donc moi, ce qui me semble sur le résultat, c'est que cette COP, qui était une COP pour le financement, non seulement elle ne va pas arriver à un accord, mais que, d'une certaine manière, elle marque une vraie régression. Parce que, en fait, la négociation climatique autour du financement
est en train d'être rattrapé par la polarisation du monde. Et que on a aujourd'hui, et que c'est en partie aussi la faute de la présidence azerbaïdjanaise, puisque on a cristallisé maintenant autour de cette affaire de financement 2 options qui représentent en fait 2 camps. On a d'un côté une demande... Enfin, on a 2 systèmes qui sont complètement irréalistes, parce que d'un côté, clairement, ça a été dit, l'option du Sud, qui dit que c'est entre 1000 et 1300 milliards de dollars par an, que ça doit être financé uniquement par les pays développés et uniquement sous forme de dons. Pas de prêt, pas de garantie, voilà. Et ça... il n'y a pas d'argent public pour faire ça, où que ce soit dans le monde. Et de l'autre côté, on a les pays du Nord qui expliquent que les autres pays qui maintenant sont des pays développés, puisque la Chine est un pays tout à fait développé, et par ailleurs le premier pollueur mondial, doivent évidemment participer au financement, et qu'il faut avoir une répartition de l'argent public, de l'argent privé et des taxes. Mais sur les taxes, on a un vrai délire là aussi, puisque d'abord, il n'y a aucun chiffre, et on explique que tout ça va être financé par des taxes sur l'aérien, le maritime, les fossiles, les plastiques, les crypto-monnaies et les riches. Et ça, on peut toujours penser que... Les podcasts sont exemptés. Pour l'heure. Pas sûr. Bon, évidemment, et tout ceci sans aucune modélisation, sans aucun... ça n'a strictement aucun sens. Donc je pense que cette COP, elle marque un vent mauvais. Dernière chose, c'est pour ne dire que les choses ne sont pas désespérées, c'est que finalement, aujourd'hui, la vraie politique environnementale, elle passe moins par les COP que par l'industrie, par l'offre et en fait par le business. Parce que ce qui a été dit à Dubaï était tout à fait juste. C'est vrai qu'il faut une transition progressive en dehors des fossiles. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? En fait, quelle est la plus grande mesure qui a été prise pour l'environnement récemment ? Ça s'appelle l'IRA par M. Biden et qui a permis de réaligner réindustrialisation, transition climatique, innovation et stabilisation de la classe moyenne aux États-Unis. Et je pense que quand on regarde la réalité aujourd'hui, c'est que la transition avance et avance bien là où elle est rentable. Et que c'est ça, c'est ça la vraie solution. Marc-Olivier Padis. Oui, moi je ne serais pas aussi négatif au total sur le dispositif des COP. Tout d'abord, sur le fait qu'elle se déroule à Bakou, effectivement, je ne défendrai pas l'Azerbaïdjan et son dirigeant, son autocrate, mais le sujet, ce n'était pas la production d'hydrocarbures, le sujet, c'était les mécanismes de financement de la transition environnementale. Et là, il n'y avait pas d'enjeu particulier sur le fait de se retrouver sur un sol producteur d'hydrocarbures, puisque à la conférence de Dubaï, a été inscrit dans le texte le fait que la sortie des hydrocarbures est bien la perspective générale. Nicole a un peu ironisé là-dessus, mais moi je ne vois pas. On dit transition, bah oui, je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'une transition. Alors ça peut sembler étrange que la transition, c'est l'idée de passer du charbon au gaz, mais il est vrai que le gaz émet moins de CO2 que le charbon. Et donc, il faut bien trouver des mécanismes. On ne va pas couper le robinet du jour au lendemain. Donc, premièrement, ce n'était pas le sujet de la COP. Le sujet, c'était le financement. Deuxièmement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Il faut embarquer tout le monde. Si on fait du multilatéralisme, il faut que tout le monde soit autour de la table, toutes les parties prenantes. Et donc, à la fois les pays producteurs, les industries, et puis les ONG. Bon, les ONG pensent que porter des déguisements gonflables de dinosaures à Bakou, ça a un impact sur la lutte contre le changement climatique, ou le fait de jeter du jus de tomate sur la Joconde, ça va changer les choses. Moi, je pense que dans le multilatéralisme, il faut mettre tout le monde autour de la table et il faut construire un consensus. Ce n'est pas possible autrement. Et après, il y a quelque chose dans l'exercice qui fait qu'on tape toujours sur les mêmes. On a remis, les ONG ont remis le prix du plus grand hypocrite à la Suisse. Je ne sais pas si c'est vraiment aujourd'hui la Suisse qui pose le plus de problèmes pour la transition. Quid de la Chine ?
La Chine qui réclame le statut de pays en développement, alors que c'est la première puissance industrielle au monde aujourd'hui, et qui doit aujourd'hui participer. Alors, il y avait ce vieil argument qui est depuis le début des COP en disant oui, mais il y a une dette climatique parce que ce sont les pays développés qui ont le plus émis de gaz à effet de serre, etc. Mais je crois qu'on a dépassé ce débat sur la dette. Aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes de financement. Et de ce point de vue-là, il semble qu'il y a eu des avancées à cette COP. Elle n'a pas servi à rien. La revendication, c'est beaucoup de dons, mais en fait, on développe de plus en plus des mécanismes de financement alternatifs, par exemple des crédits carbone qui permettent à des pays du Nord d'acheter des crédits carbone aux pays du Sud, et c'est un type de transfert qui peut se faire qui est possible. Le Brésil a présenté au cours du G20 un programme de financement pour la protection de la forêt amazonienne qui consiste dans un fonds fiduciaire international, qui peut poser aussi des problèmes et qui mérite d'être observé de près. Mais c'est des propositions qui existent, il y a des mécanismes qui peuvent fonctionner. Et moi, je crois que c'est important de montrer que des avancées continuent à se faire. La Chine elle-même, en réalité, a pris des engagements. Notamment, elle a été davantage transparente sur ses investissements en Afrique, parce que la Chine, en réalité, a commencé à participer au financement de la transition avec des programmes de développement solaire, d'énergie alternative, de sortie des énergies carbone, mais elle ne disait pas ce qu'elle faisait. Et donc, on ne pouvait pas comptabiliser ces chiffres. Et donc, elle a maintenant accepté plus de transparence sur le sujet. Donc, il y a, me semble-t-il, quand même des avancées. Et ça reste important de montrer qu'on fait des choses et qu'on n'est pas, on va pas droit dans le mur, contrairement à ce que beaucoup de militants laissent penser. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à moment de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'introduire sans vous recommander ni un livre, ni un film, ni une exposition, ni un concert, mais en revenant à ma première intervention de tout à l'heure, celle qui concerne notre financement. Encore une fois, votre contribution est indispensable, nécessaire, et cette contribution est encore plus agréable, si je puis dire, quand elle s'exprime sous la forme d'un don mensualisé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant pour nous que vous nous donniez 20 € par mois plutôt que 240 € d'un seul coup, voire 30 € par mois plutôt que 360 € d'un seul coup? Parce que ça nous donne de la visibilité sur nos finances, et surtout, ça nous évite d'avoir à vous rappeler personnellement à chacun de ceux qui font des dons uniques par an, une fois par an et par chèque. Ça nous évite d'avoir à vous rappeler que nous vous sommes redevables de cette contribution. Donc, profitez de ces 6 dernières semaines pendant lesquelles les dons peuvent être défiscalisés. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux de nos auditeurs qui vivent aux États-Unis, et soyez remerciés, comme on dit, par avance de votre contribution. Marc-Olivier Padis. Je voudrais saluer aujourd'hui la mémoire d'un auteur important qui nous a quittés le 1er novembre dernier, Bernard Manin. Il y a peu de chercheurs contemporains dont on peut dire que plusieurs de leurs papiers sont devenus des classiques. C'est le cas de Bernard Manin, dont le travail magistral sur la démocratie représentative, le tirage au sort, la délibération et la social-démocratie ont été d'emblée considérés comme des références classiques. Normalien, agrégé de philosophie, directeur d'études à l'EHESS, chercheur au CNRS, professeur à Sciences Po, à Princeton, à Chicago, puis à l'Université de New York. Il écrivait peu, mais ses articles changeaient notre regard sur des points cruciaux de la philosophie politique, aussi bien par sa relecture des classiques comme Aristote ou Montesquieu que par son approche des questions contemporaines. Il était d'une discrétion et d'une modestie qui caractérisent parfois les plus grands auteurs. Plusieurs de ses amis ont réussi à le convaincre ces derniers temps de publier, avant sa disparition, des manuscrits qu'il gardait en réserve par excès de scrupules, et de republier des articles trop dispersés. C'est ainsi qu'on attend chez l'éditeur Hermann 3 volumes consacrés à la Révolution française, au libéralisme et à ses travaux sur la délibération. On peut déjà se procurer, alors, outre le classique
sur les principes le principe du gouvernement représentatif, on peut se procurer chez Hermann un recueil de 4 articles lumineux sur Montesquieu, sobrement intitulé Montesquieu. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un auteur à découvrir, et pour les autres, des textes enfin accessibles et rassemblés. Pour tous les spécialistes de Montesquieu, le deuil de cette perte a été extrêmement sensible et ils n'ont pas manqué de l'exprimer. Nicolas Bavrez. À la veille de la réouverture de Notre-Dame, qui va être sûrement un moment magnifique, mais aussi un moment d'instrumentalisation politique, je voulais recommander d'aller voir l'exposition du musée de Cluny qui s'appelle « Faire parler les pierres, sculpture médiévale de Notre-Dame ». C'est une exposition où sont présentés le résultat des fouilles qui ont été faites dans la cathédrale après l'incendie. Et il y a des fragments. Alors d'abord, ces fragments ont une puissance émotionnelle remarquable. Et par ailleurs, il y a notamment des morceaux du jubé de 1230 qui avaient ensuite été démontés. Et c'est absolument extraordinaire. Et on a notamment des éléments de décor, y compris des polychromies, qui du coup ont été retrouvés. Le travail pédagogique qui est fait est vraiment formidable. Donc, il faut aller au musée de Cluny. Et peut-être une autre recommandation, alors, plus légère, c'est le livre de Nathan Hill qui s'appelle Bien-être, qui est paru chez Gallimard. C'est l'histoire d'un couple aux États-Unis, un couple de Chicago qui vit un amour fou dans les années 90. Et puis on les retrouve 20 ans après, avec le cauchemar de l'achat d'un appartement sur plan et l'autre cauchemar qui est un fils tyrannique. Et on a cette histoire, à travers cette histoire d'un couple, on a la vision de cette ville de Chicago, l'histoire de Chicago, et d'une certaine manière, l'histoire, la décomposition de la classe moyenne américaine au cours du dernier quart de siècle. Et c'est extrêmement bien écrit et très drôle. Nicole Lisoto. Un commentaire sur Notre-Dame, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous, mais j'ai reçu depuis hier... Vous étiez derrière le 5e pilier et vous êtes arrivé quelque chose. Je reçois depuis hier les tweets d'Elon Musk sur X, et il s'est extasié ce matin en envoyant plein de photos sur la nouvelle cathédrale, l'intérieur de la nouvelle cathédrale. C'est effectivement absolument magnifique. Je me suis empressée de dire c'est extraordinaire. Comme quoi la grâce existe. Comme quoi. Et évidemment, je me suis empressée de mettre en sourdine le compte de Elon Musk, qui ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai trouvé ça assez curieux. Non, moi, je voulais vous faire une recommandation cinématographique en plaidant pour un film que la critique a quand même pas mal étrillé quand il est sorti il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, qui est le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, que moi j'ai trouvé doublement excellent. D'abord parce que c'est un excellent thriller à l'américaine. Clint Eastwood a 94 ans quand même, maîtrise parfaitement les codes de ce genre de film avec une tension qui monte. Ça rappelle un peu le film de Sidney Lumet, Les 12 hommes en colère, quand un juré essaye de changer l'atmosphère des autres jurés vis-à-vis d'un accusé. Oui, absolument, Henri Fonda. Donc ça, c'est formidable, c'est très classique, effectivement, mais moi, j'adore les films classiques. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je trouve ce film intéressant et profond, c'est que c'est une réflexion sur ce qu'est la justice et sur ce qu'est l'injustice. Alors, l'injustice, c'est très clair. Mais qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est une question beaucoup plus profonde et complexe. Moi, quelques jours après avoir vu ce film, je ne sais toujours pas ce qu'il aurait été juste de faire, et sans vouloir spolier le film, parce que l'argument est dans toutes les descriptifs. Est-ce qu'un homme qui tue accidentellement un autre dans sa voiture, en pensant que c'est un cerf qui l'a écrasé, en sortant de sa voiture, en regardant, en voyant qu'il n'y a rien, et que peut-être le cerf est parti, et qui rentre chez lui s'occuper de sa femme et de ses enfants, tranquille comme Baptiste, est-ce que cet homme est coupable de meurtre ? Et je trouve que c'est une question intéressante. Vous savez, quand la critique, ce qu'on appelle la critique, c'est-à-dire les cahiers du cinéma, Libération, Télérama. Le Monde et Télérama, ont commencé à dire du bien de Clint Eastwood, après que Jean-Luc Godard lui a dédié
Je crois que c'était Détective, enfin en tout cas l'un de ses films. Sans compter qu'ils se sont rencontrés à Cannes et qu'ils ont l'un et l'autre parlé de cette rencontre, comme quoi la critique est un métier indépendant. François Bujon de l'Étang. Il y a donc des éléments d'optimisme. Je retiens de ce qu'a dit Nicole que nous verrons peut-être Elon Musk à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, compensant ainsi l'absence du pape qui lui a décliné l'invitation qui lui a été faite par la France. Mais je voulais parler de tout à fait autre chose. En réalité, je voulais attirer votre attention sur le livre de Georges-Henri Soutou, qui est sorti chez Talandier, qui s'appelle La Grande Rupture, 1989-2024, de la chute du mur à la guerre d'Ukraine. C'est un livre qui est tout à fait intéressant parce que nous avons vu beaucoup de livres de journalistes, de témoins, d'analystes ou de politiques sur ce qui s'est passé entre la Russie et l'Occident depuis la chute du mur et la dissolution de l'Union soviétique, mais très peu de livres d'historiens. Alors, Georges-Henri Soutou est un historien et son livre est un livre d'historien. Il est très intéressant dans la façon dont il retrace le chemin assez tortueux qui nous a mené de la dissolution de l'Union soviétique, effectivement, jusqu'à cette espèce de rupture entre Moscou et l'Occident, puisque nous avons une situation aujourd'hui qui est plutôt pire que n'était la guerre froide. Mais on a presque oublié toutes les phases intermédiaires, et notamment les années les plus proches de 1991, dans lesquelles l'OTAN a fait des ouvertures, on a monté un conseil OTAN-Russie, on a essayé d'aider la Russie à venir rejoindre ce qu'on appelait du temps du communisme le camp occidental. Tout ceci est un peu oublié, et le livre de Georges-Henri Soutou est très intéressant. Il explore les initiatives des uns et des autres et finit finalement par dire que les responsabilités sont partagées et que entre les errements ou les erreurs de l'Occident et le retour sans concession de la Russie à une politique agressive et guerrière, les responsabilités sont malheureusement partagées dans ce qui est la naissance d'un nouvel affrontement. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau veille au site, Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, Adrien Beccaria a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Deville et Nouvelles Écoutes produisent cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi pour cette émission, ce bada particulier sur les droits culturels, et bien sûr dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.